Adeyemi, 24 ans, est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Orphelin de père depuis ses 16 ans, il a endossé le rôle de chef de famille trop tôt. Son quotidien est une lutte acharnée pour survivre dans les rues bondées et impitoyables de Lagos. Il est courageux, résilient et rêve d'un avenir meilleur, mais chaque jour qui passe semble le pousser plus profondément dans la misère. Son plus jeune frère, Tinde, 12 ans, est brillant et rêve de devenir ingénieur, mais l'école est un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Ses sœurs jumelles, Folak et Finmi, 15 ans, sont contraintes de vendre des beignets sur le bord de la route pour aider la famille. Quant à son autre frère, Seguin, 18 ans, il commence à fréquenter de mauvaises personnes, flirtant dangereusement avec la criminalité pour échapper à la pauvreté. Leur mère, Mama Bizi, est malade. La tuberculose la ronge lentement, et faute d'argent pour des soins médicaux, son état se dégrade chaque jour. Adeyemi travaille comme apprenti mécanicien dans un garage crasseux dirigé par Baba Ojo, un homme impitoyable qui exploite ses employés en les payant à peine de quoi se nourrir. Sous un soleil accablant, il passe ses journées à démonter des moteurs, les mains couvertes de graisse, espérant qu'un jour il deviendra un véritable mécanicien et pourra ouvrir son propre garage. Mais ce n'est qu'un rêve lointain. Chaque soir, il rentre chez lui avec quelques maigres billets qu'il donne à sa mère pour acheter de quoi manger. Mais les dettes s'accumulent, le propriétaire de leur maison, Monsieur Gide, les menace d'expulsion s'il ne paie pas 3 mois de loyer en retard. La nuit, Adeyemi s'allonge sur un vieux matelas troué et fixe le plafond délabré, pensant à une échappatoire. Un matin, après avoir travaillé toute la nuit sur une voiture luxueuse appartenant à un politicien influent, Adeyemi s'approche de Baba Ojo pour réclamer son salaire du mois. « Patron, je travaille ici depuis 3 ans. Ce mois-ci, je n'ai rien mangé certains jours. Ma mère est malade, et mes frères et sœurs ont besoin de moi. Donnez-moi mon argent, s'il vous plaît. » Baba Ojo lève un regard froid vers lui et éclate de rire. « Ton argent ? Tu crois que c'est toi qui fais tourner ce garage ? Si tu veux de l'argent, va voler comme les autres gosses de ton quartier. Dégage de ma vue avant que je te casse la gueule. » Adeyemi sent son sang bouillir. 3 ans à supporter les insultes, les humiliations, et maintenant, il est privé du peu qui lui permettait de survivre. Baba Ojo, ce n'est pas juste. J'ai bossé dur, j'ai droit à cet argent. D'un geste rapide, Baba Ojo attrape une clé à molette et la balance violemment vers Adeyemi. Il l'évite de justesse, mais trébuche et tombe au sol. Avant qu'il ne puisse se relever, 2 autres apprentis le saisissent et le jettent dehors. « Si je te revois ici, je t'éclate la tête » hurle Baba Ojo. Adeyemi reste là, dans la poussière, humilié et brisé. Quand il rentre chez lui, il trouve sa mère étendue sur le sol, en pleine crise de toux, du sang sur les lèvres. Tinde pleure à côté d'elle, paniquée. « Grand frère, maman ne va pas bien. Elle a craché du sang toute la journée. » Adeyemi soulève sa mère avec précaution et court chez le docteur du quartier, un vieil homme nommé Docteur Femi, qui refuse de la soigner sans paiement. « Adeyemi, je suis désolé. La médecine, ce n'est pas de la charité. » Il supplie, il pleure, mais rien n'y fait. Il retourne chez lui avec sa mère toujours souffrante, la gorge nouée. Comme si cela ne suffisait pas, Monsieur Gide arrive peu après avec 2 hommes costauds. « Adeyemi, l'argent du loyer, c'est aujourd'hui ou vous partez. Donnez-moi encore une semaine, je vous en prie. Fin de la discussion. Demain matin, si je ne vois pas mon argent, vous êtes à la rue. » Ce soir-là, Adeyemi s'assoit devant la maison, la tête entre les mains. Il a tout essayé. Travailler dur, être honnête, se sacrifier, mais la vie ne lui a offert que souffrance et humiliation. Lagos est une prison. Si je reste ici, je vais crever. C'est ce moment précis où une idée germe dans son esprit, partir. Quitter Lagos. Quitter cette misère. Trouver une autre vie ailleurs. La décision est prise. Il va tenter l'aventure vers l'Occident. Adeyemi ne dort pas cette nuit-là. Il observe ses frères et sœurs endormis sur le sol poussiéreux de leur maison en ruine. Mama Bizi tousse faiblement dans son sommeil. S'il ne fait rien, ils mourront tous ici, de faim ou de maladie. Le matin venu, il rassemble le peu d'économie qu'il lui reste, 35 000 naira, environ $40.
Juste assez pour atteindre le Niger en bus. Il ne dit rien à sa famille. Comment leur expliquer qu'il va affronter l'inconnu, sans certitude de revenir? Avant de partir, il glisse un billet sous l'oreiller de sa mère et murmure. « Mama, je reviendrai vous sauver. » Puis, il s'éloigne sans se retourner, le cœur lourd. Le voyage vers le Niger est éprouvant. Dans un bus bondé, il partage son espace avec d'autres jeunes Africains ayant le même rêve, rejoindre l'Occident et fuir la misère. Parmi eux, il se lie d'amitié avec Moussa, un jeune Malien débrouillard, et Kabirou, un Nigérien plus âgé, habitué aux routes clandestines. Arrivés à Agadé, dernière grande ville avant le Sahara, leur cauchemar commence. Ils sont entassés dans une cour poussiéreuse sous la surveillance de passeurs armés. Celui qui n'a pas payé en entier ne part pas, crie un homme au visage balafré. Adeyemi n'a plus que quelques billets froissés. Kabirou propose un marché. Fais-moi confiance, petit frère. Je connais quelqu'un qui peut nous faire traverser à crédit. Adeyemi accepte. Il n'a pas le choix. Ils embarquent à l'arrière d'un pick-up rouillé, entassé avec une vingtaine d'autres migrants. La chaleur est insupportable, la soif atroce. Chaque heure, le désert avale un peu plus leur force. La nuit, le convoi s'arrête. Un des passeurs tire une femme hors du véhicule. Elle supplie. Il rit, puis tire une balle dans sa tête. Plus de bouche inutile à nourrir, lance-t-il en remontant dans le pick-up. Adeyemi sent la peur lui ronger le ventre. Ce voyage est pire que ce qu'il imaginait. Le 4e jour, Kabirou le réveille brutalement. « Réveille-toi, petit frère. On a un problème. » Adeyemi palpe ses poches. Son argent a disparu. Kabirou aussi. Il l'a trahi. Sans argent, les passeurs le laissent sur le sable brûlant. Moussa tente d'intervenir, mais reçoit un violent coup de crosse sur la tête. Si tu veux crever avec lui, reste là. Adeyemi voit les véhicules disparaître à l'horizon, l'abandonnant au milieu du désert. Après des heures d'errance sous un soleil assassin, des hommes armés surgissent en pick-up. Ce ne sont pas des sauveurs, mais des trafiquants d'êtres humains. Ils les jettent, lui et d'autres migrants égarés, dans un centre de détention clandestin à Saba, en Libye. Les jours deviennent des semaines. Torture, extorsion, faim, coups de fouet. Un soir, un Libyen entre dans la cellule et pointe Adeyemi du doigt. « Toi, tu travailles maintenant. » Il est vendu comme esclave dans un camp de travaux forcés. Chaque jour, il casse des pierres sous la menace d'un fusil. Il voit des compagnons mourir sous les coups. Personne ne pleure ici. Les larmes sont un luxe. Il pense à la gosse. À Mama Bizi. À ses frères et sœurs. Il ne peut pas mourir ici. Un soir, une rumeur circule, certains prisonniers préparent une évasion. Moussa, retrouvé par miracle, est parmi eux. L'Adeyemi, demain soir, on tente le tout pour le tout. La nuit suivante, ils attaquent un garde, lui arrachent son fusil et s'enfuient sous les balles. Certains tombent, mais Adeyemi court jusqu'à en perdre le souffle. Après plusieurs jours de fuite, il atteint Tripoli, où il se cache dans un ghetto de migrants. Il entend parler d'un embarquement clandestin vers l'Europe. Un ticket pour la liberté. Le départ se fait une nuit sans lune. Le bateau est un canot pneumatique fragile, surchargé de plus de 100 personnes. Les vagues sont terrifiantes. La mer est une bouche à vide qui réclame des âmes. Au milieu de la nuit, l'eau commence à s'infiltrer dans le canot. Panique. Cris. Prière. Un enfant tombe à l'eau. Sa mère hurle et se jette après lui. Ils disparaissent sous les vagues. Allah Akbar. Seigneur, sauvez-nous. Adeyemi agrippe un bidon en plastique et s'accroche à la vie. L'aube se lève. Il y a moins de survivants sur le canot. Puis, au loin, un miracle, un navire de garde-côtes européen. Lorsqu'il pose le pied sur la terre européenne, il s'effondre, épuisé. Il a survécu. Mais très vite, il comprend que ce n'est pas l'Eldorado qu'il imaginait. On lui donne un numéro, un ticket dans un centre de réfugiés. Il dort sur un lit de fortune, mange des repas fades. On lui parle de procédures, de papiers qu'il n'aura peut-être jamais.
Il sort dans les rues et voit d'autres Africains comme lui, errants, désespérés. Certains vendent de la drogue. D'autres se prostituent. Le froid mord sa peau. 5 ans plus tôt, il rêvait d'Europe comme d'un paradis. Aujourd'hui, il découvre que c'est juste une autre prison. Adeyemi pense que le pire est derrière lui. Il a survécu au Sahara, à l'enfer libyen, à la mer. Mais en posant le pied en Occident, il comprend qu'un autre combat commence. Dans le centre d'hébergement où il est placé, on lui explique. L'agent d'accueil lui dit, avec une voix monotone. Ton dossier d'asile peut prendre des années. En attendant, tu dois te débrouiller. Les nuits sont glaciales, les journées interminables. Sans papier, impossible de trouver un vrai travail. Il erre dans les rues, cherchant un miracle. Il finit par rencontrer Sédou, un ancien migrant burkinabé, qu'il observe longuement avant de lancer, d'un ton grave. Ici, frère, personne ne t'attend. Si tu n'as pas d'argent, tu crèves. Sédou lui trouve un petit boulot, laver la vaisselle dans un restaurant miteux. Le salaire est misérable, mais Adeyemi tient bon. Il n'a pas le choix. Quelques mois plus tard, le restaurant fait faillite. Le patron, l'air gêné, lui annonce d'une voix hésitante. Mon ferme, désolé. Adeyemi est de nouveau dans la rue. La misère le rattrape. Un soir, sous un pont, il rencontre Amadou, un Sénégalais devenu dealer pour survivre. Amadou souffle en tirant sur sa cigarette. Si tu veux de l'argent facile, j'ai une solution. Mais Adeyemi refuse. Il ne veut pas sombrer. Les jours passent. La faim le ronge. Il fouille dans les poubelles, dort sur un banc glacé. L'Europe est un cauchemar. Une nuit, alors qu'il marche sans but, une voiture noire s'arrête à sa hauteur. Un homme élégant en descend. Gabriel. La quarantaine, bien habillé, sourire charmeur. D'une voix douce et posée, il s'adresse à Adeyemi. Je t'observe depuis un moment. Tu as l'air d'un battant. Adeyemi ne répond pas. Il sent le piège. Gabriel insiste, un sourire énigmatique aux lèvres. Je peux t'aider à sortir de la rue. À vivre confortablement. Mais, il faut être ouvert d'esprit. Adeyemi comprend. Gabriel est un recruteur. Il cherche de jeunes hommes pour satisfaire des clients riches. Gabriel sort une carte de sa poche et l'attend à Adeyemi en disant d'un ton assuré. Réfléchis Y, petit. La misère ou le confort? Tu as mon numéro. Puis, sans attendre de réponse, il remonte dans sa voiture et disparaît dans la nuit. Adeyemi tremble. Peut-il tomber aussi bas? Il passe la nuit à lutter avec lui-même. Se vendre ou mourir de faim? Il repense à ses frères et sœurs à Lagos. Il compte sur lui. Après plusieurs jours d'hésitation, il prend son téléphone, fixe l'écran pendant de longues secondes, puis compose le numéro. Lorsque Gabriel décroche, Adeyemi, la gorge nouée, murmure d'une voix brisée. Je suis prêt. Gabriel le conduit dans un appartement luxueux. Tout en lui servant un verre, Gabriel lui annonce d'une voix détendue. Premier client ce soir. Tout se passe trop vite. Adeyemi ferme les yeux, bloque son esprit. Il rentre chez lui avec une enveloppe pleine de billets. Il vient de vendre son âme. Mais il ne peut plus reculer. L'argent est trop facile. Il devient l'un des favoris des clients, apprécié pour son physique athlétique et son énergie. Les mois passent. Il s'habitue à cette vie. Mais à quel prix? Les années passent. Adeyemi est devenu une star du monde caché de la débauche en Occident. Les clients l'adorent. Les billets s'empilent. Mais chaque nuit, il se réveille en sueur. Les visages de ses parents, de ses cadets, de son passé le hantent. Il n'ose plus se regarder dans le miroir. Un jour, il reçoit un appel de son frère Tinde. Grand frère. Grâce à toi, maman a reçu les meilleurs soins. Nos vies ont changé. Adeyemi ferme les yeux, étreint par un mélange d'émotions. C'est tout ce qui compte. Murmure-t-il. Mais au fond, il sait qu'il a vendu son âme. Il décide que ça suffit. Son avenir est en Afrique.
Avec ses économies, il confie son projet immobilier à Tinde. Chaque semaine, son frère lui envoie des vidéos du chantier. Les immeubles prennent forme. Enfin, une porte de sortie. Prépare tout, je rentre bientôt. Tinde répond avec enthousiasme. Tu seras un homme puissant à Lagos, grand frère. Mais quelque chose cloche. Adeyemi sent une ombre planer. Après 5 ans, il embarque pour le Nigeria, son cœur battant d'excitation. Mais dès son arrivée, personne ne l'attend. Il appelle Tinde. Messagerie. Il insiste. Toujours rien. Son ventre se noue. Une sueur froide coule sur son dos. Il saute dans un taxi, direction son futur empire immobilier. Mais en arrivant, l'horreur. Les immeubles n'existent pas. À leur place, des résidences gouvernementales flambant neuves. Il accoste un vigile, la voix tremblante. Où sont les immeubles? Qui a construit ça? Le vigile le regarde avec un rictus amusé. Monsieur, ces terrains ont toujours appartenu au gouvernement. C'est un projet d'État. Son monde s'écroule. Impossible. Et moins d'argent. Il comprend l'impensable. Tinde l'a trahi. Son sang bout. Il compose à nouveau son numéro. Toujours messagerie. Il tente d'appeler sa mère. Elle décroche enfin, mais sa voix est froide. Adeyemi. Ne nous appelle plus. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. Il chancelle. Mais, c'est moi. Votre fils. Elle soupire. Nous avons appris d'où venait ton argent. Nous ne pouvons pas accepter ça. Tu nous as salis. Le cœur d'Adeyemi se déchire. Maman, tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Mais le bip sonore lui indique qu'elle a raccroché. Un voile noir passe devant ses yeux. Il s'effondre en pleine rue. Quand il rouvre les yeux, une lumière aveuglante. Des voix floues. Il revient à lui. Il est à l'hôpital. Des fils sur son corps, une perfusion plantée dans son bras. Le médecin s'approche. Vous avez eu une crise cardiaque due à un choc émotionnel. Vous êtes resté entre la vie et la mort pendant 3 jours. 3 jours? Il tente de se lever, mais son corps refuse. Un infirmier murmure à son collègue. Il n'a plus rien. Sa famille refuse même de venir payer ses soins. Il va devoir quitter l'hôpital dès qu'il ira mieux. Adeyemi ferme les yeux. Il a tout perdu. Sa richesse. Sa famille. Son honneur. Il est ruiné, seul, rejeté par ceux pour qui il a tout sacrifié. Mais alors qu'il fixe le plafond, une pensée surgit. Il est toujours en vie. Et tant qu'il respire, rien n'est fini. Un jour, alors qu'il quitte l'hôpital sans un sou, il tombe sur un vieil ami, Moussa, un aventurier qui, comme lui, a tout vécu. Moussa n'en croit pas ses yeux. Adeyemi. Par tous les dieux, que t'est-il arrivé? Il lui raconte tout. Les larmes aux yeux. Moussa écoute en silence, puis sourit. Mon frère, la vie nous brise, mais tant qu'on est debout, on peut se reconstruire. Il tend une enveloppe à Adeyemi. C'est tout ce que j'ai. Utilise-le bien. Avec cet argent, Adeyemi loue un petit garage. Il n'a plus rien à perdre. Il retourne à ce qu'il sait faire, la mécanique. Au début, les clients sont rares. Mais un jour, une riche femme d'affaires tombe en panne devant son atelier. Il répare sa voiture en un temps record. Impressionnée, elle lui propose un contrat d'entretien pour sa flotte de véhicules. C'est le début d'une ascension fulgurante. Les contrats pleuvent. L'argent recommence à couler. Son nom devient une référence dans le domaine. Quelques années plus tard, Adeyemi est méconnaissable. Son entreprise est devenue la plus grande chaîne de garages du pays. Et ironie du destin. La riche femme d'affaires qui lui a tendu la main tombe sous son charme. Il se marie. Ils fondent une famille, des enfants rieurs courant dans un immense domaine. Et sa famille, celle qu'il a reniée? Il les a oubliés. Un jour, Tinde tente de le contacter. Grand frère, pardonne-moi.
Mais Adeyemi ne répond pas. Il fixe l'écran de son téléphone, puis le laisse sonner. Son passé n'existe plus. Il a gagné. Assis sur la terrasse de sa somptueuse villa, Adeyemi observe le soleil couchant. La vie l'a brisé, mais il a survécu. Il ferme les yeux et murmure. Je suis enfin libre.